Suleiman. Je sais, oui. Bon, alors, 3 ou 4 minutes juste pour conclure cette journée et vous dire ce on en a retenu. Alors, quelques mots. Alors, moi, j'ai retenu 3 points. J'allais dire, au cœur de l'action, les recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Au cœur du réacteur, de bien penser que, en fait, dans l'autisme, ce qui est affecté, c'est la régulation de tout traitement de l'information en interne comme en externe, ce qui a pour conséquence, au cœur de la pratique, de devoir évaluer tout le temps, d'abord pour comprendre, pour intervenir, tout en adoptant une posture de détective, c'est-à-dire de poser des hypothèses, préparer des étapes. L'intervention très détaillée des professionnels de la masse montre bien que ça paraît comme ça, voilà, assez rigide, mais ça permet aux personnes de s'épanouir, de vérifier ce qu'on fait, donc avec méthode. Alors là, du coup, tout à fait, j'aimerais m'exprimer là tout à fait en fin de ce colloque sur, là, en qualité de parent, administrateur et surtout président d'une association qui accompagne des personnes, vous partagez la tension de l'offre, extrêmement importante quand même sur le territoire français, en tous les cas énormément dans le département dans lequel j'habite, mais aussi en région parisienne, en Occitanie. Il y a plein d'endroits en France où la tension de l'offre est extrêmement importante. Et voilà, quand on voit tous les progrès qu'on a fait, tout ce qu'on fait depuis 40 ans, et que du coup on ne peut pas mettre en pratique parce que voilà, les personnes sont en rupture d'accompagnement, on repère plus les enfants, mais ils vont attendre 3 ans avant d'avoir un accès aux soins. Et je voudrais juste vous partager l'appel désespéré non pas d'un parent, là ça arrive souvent, mais du professeur de génétique du CHU de Nantes, me disant à quoi ça sert que je travaille, que je repère, pour qu'il n'y ait aucun soin ni aucun accompagnement à la suite. C'est un peu comme si on faisait des préventions de repérage de cancer du sein, et après on dit aux gens, bon, il y a quelque chose, mais vous rentrez chez vous, il n'y a pas de moyens. Aujourd'hui, dans le handicap, dans l'autisme, dans le handicap, c'est ce que l'on vit. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors aussi quelques petits mots. Alors avant effectivement de contribuer à quelques mots de conclusion sur ces 2 journées. Tout d'abord, merci ma chère Sophie. Voilà, mon amie. Voilà, depuis tant d'années. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer hier matin, mais on a traversé, on peut compter maintenant, on commence une 3e décennie d'ailleurs. Voilà, donc effectivement, ce que tu pointes est important parce qu'aujourd'hui, on est en tension sur l'offre et effectivement, c'est à la fois conjuguer l'espoir avec tous les apports que l'on a eus durant ces 2 journées et effectivement de continuer à espérer qu'on ait une amélioration significative de l'offre. Je pense qu'à plusieurs reprises, cela a été formulé et partagé en tous les cas durant quelques temps d'échange en repas. Donc continuons. Voilà, donc pour compléter les propos de Sophie, donc peut-être se dire que finalement durant ces 2 jours, il y a un triptyque essentiel qui a été porté. C'est la question bien évidemment de la recherche dans toutes les disciplines possibles, la question de l'environnement dans toutes ses composantes et la question de la typologie des soutiens. Ces avancées de la recherche nous sont précieuses puisque finalement, on le voit très bien, elles permettent une compréhension de plus en plus fine des trajectoires développementales et bien évidemment avec l'enjeu de la plasticité cérébrale et notamment, et ça a été beaucoup rapporté durant toutes les allocutions ou en tout cas à de nombreux moments, cette question des mécanismes de compensation, des moyens de compenser effectivement les difficultés rencontrées, mais à la fois comment la plasticité cérébrale va être effectivement un enjeu sur cette question de la trajectoire développementale et donc effectivement sur aussi la qualité de vie des personnes. C'est l'enjeu aussi d'une sémiologie de plus en plus fine. On l'a vu, donc c'est une physiopathologie évolutive, une évolution extrêmement polymorphe au niveau clinique et donc avec une forte variabilité
interindividuelle et qui nous fait avancer parce que finalement on est passé il y a quelques décennies sur vraiment tout faire pour mettre au centre de l'action l'importance du diagnostic, à une meilleure démarche diagnostique aujourd'hui et des classifications qui ont effectivement ont évolué, mais à aujourd'hui ce que l'on a pu partager hier avec Emmanuel hier matin, c'est cette question de diagnostic de trajectoire. Donc on voit quand même qu'il y a des progrès énormes et qui sont très très encourageants pour approcher au plus près, parce que c'est ça la finalité, au plus près, la singularité de la personne dans ses besoins fondamentaux et dans une meilleure compréhension, bien sûr, des difficultés qui se posent à elle, mais aussi tout simplement pour mieux la comprendre tout court. Donc effectivement, un enjeu aussi, alors au-delà des approches développementales et comportementales aussi pour lesquelles on s'est beaucoup battu. Donc ce qui peut nous paraître une évidence est apparu comme finalement une évidence, mais une évidence qui demande tellement de travail. Je remercie bien évidemment mon équipe au niveau de la masse de la solidarité et sur le site de Mirande pour tout ce travail, et d'Iteuil aussi, pour tout ce travail qui est mené, parce que à quel point vous êtes dans cette question de détail et de persévérance et la personnalisation des outils a été parfaitement démontrée. Et ça, je crois que voilà, quand on parle de prendre en compte la personne, de prendre en compte son autisme dans ce qui est pour elle, pour lui, synonyme vraiment ce qui lui convient à elle et ce dont elle a besoin pour vivre avec progrès, puisque effectivement les exemples que vous avez aussi, qui nous avez partagés, on le sait, sont aussi des adultes qui ont pu être en très grande difficulté dans leur vie, et quand on les croise et quand on les observe, je mesure à quel point effectivement cette précision dans l'intervention est essentielle. Donc effectivement, les progrès aujourd'hui, c'est cela. Cela appelle à des interventions de plus en plus fines, et donc il y a nécessairement un impact à relever sur la démarche d'accompagnement. Ça place en avant la question de l'évaluation diagnostique et fonctionnelle, mais on le voit à des niveaux encore plus fins. Là aussi, il a fallu se battre vraiment pendant de nombreuses années sur la question de l'importance de l'évaluation. Et aujourd'hui, on voit à quel point on est appelé à être de plus en plus précis sur des domaines et d'avoir à la fois une indication en amont de l'évaluation et l'indication post-évaluation et avec la personne et pour son projet. Je pense que ça mérite d'être souligné. Ça nous appelle aussi à agir en prévention, à permettre le confort sensoriel, le confort de vie en amont de toute intervention, et ce, quel que soit l'environnement. Et je le redis, il y a effectivement dans cette démarche-là un enjeu des stratégies de compensation. Donc il s'agit de cibler les particularités, de cibler les besoins premiers en lien avec l'autisme de la personne et de ne jamais oublier que le principe qui doit nous animer fondamentalement, eh bien justement, c'est de prendre fondamentalement appui sur la personne. En permanence, et Gia l'a très bien rappelé, évaluer et traiter la santé et ajuster la trajectoire développementale tout au long de la vie et prendre en compte, n'oublions pas, les personnes qui avancent en âge et qui méritent aussi une attention accrue pour éviter aussi dans ce spectre de l'âge des ruptures d'accompagnement. Voilà. Et puis, bien évidemment, pour terminer, la question du style de vie qui a été soulignée par Eric, et je crois aussi qu'il nous a permis de valoriser aussi, c'est à la fois l'environnement au plus proche de la personne, mais c'est l'environnement dans toutes ses composantes au niveau d'une association, d'un organisme gestionnaire en lien avec l'environnement social. Et donc, ça doit impliquer tous les acteurs. Et c'est à partir de ce principe aussi, je pense, que l'on peut agir de concert pour la qualité de vie des personnes. Voilà, donc je tiens à vous remercier bien sûr de votre
attention durant ces 2 journées, puisque vraiment on l'a souligné avec Sophie. Je remercie bien évidemment donc la présidente de l'APAJH de la Vienne pour aussi nous soutenir dans la mise en œuvre de nos projets au quotidien, de nous faire confiance, parce que bien évidemment, à tout niveau, on a besoin d'être encouragé. Et quand on est dans un environnement confiant, eh bien, en général, ça donne souvent le meilleur qui soit. Donc merci à vous, Madame Miralles, pour votre soutien, à toutes les équipes de la page et votre grande attention. Merci vraiment. Merci à vous tous, participants. Je voulais vous partager que ces 2 journées ont été filmées, donc vous pourrez retrouver, on va examiner comment on va diffuser aussi sur quels canaux préférentiellement, pour vous permettre un accès assez facilité quand on aura fini au niveau national. Ah oui, carrément. Oui, à la maison de l'autisme. Oh voilà. On verra. Oui, ils cherchent, donc on verra. Mais en tous les cas, vous pourrez retrouver l'ensemble des allocutions donc en vidéo et on vous tiendra informé puisque bien évidemment nous avons à tous vos mails. Je voudrais aussi, c'est très important parce que un colloque c'est aussi des partenaires et on a été aussi très soutenus par nos partenaires proches de l'APAJH. Voilà, donc je tiens à ce qu'ils soient bien évidemment cités et nommés. Et puis, pour terminer aussi sur l'ensemble de ces remerciements, redire mes remerciements bien évidemment à nos amis de la RAPI et aussi aux familles de l'Union régionale Autisme France, puisque elles nous ont apporté beaucoup de soutien, notamment en nous aidant à diffuser l'information sur l'avènement de ce colloque, mais aussi vous dire à quel point nous travaillons aussi dans une grande confiance et un appui des familles sur cette région, sur le territoire picto-charentais que je souhaiterais bien sûr saluer aujourd'hui. Donc merci à vous tous, merci à nouveau Géa, merci à toutes mes équipes et merci à tous mes amis et à tous les participants et aux familles. Et on réfléchit si tout se passe comme on voudrait, peut-être à une 3e édition en 2026. J'étais en train de dire, je pensais qu'il y avait déjà les dates de la 3e édition. Ah je suis déçu là.